Bonjour à toutes et à tous. Alors, après une vidéo Astérix qui visiblement a très bien fonctionné, de ce que j'ai cru voir au niveau des chiffres, je suis le premier surpris, du coup ça a amené toute une vague de nouvelles personnes, alors déjà, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Alors je précise, je ne fais pas que gueuler sans arrêt vis-à-vis d'une critique ciné. En plus, là, aujourd'hui, on va parler d'un très bon film, donc je risque d'être beaucoup plus sage et beaucoup plus modéré dans mes propos. Je rappelle, encore une fois, je ne me prétends pas critique ciné, je suis juste un simple consommateur qui partage une opinion et qui essaye de donner des conseils conso. Et accessoirement, j'essaie aussi de vulgariser un sujet en le rendant accessible potentiellement pour des néophytes, que ce soit du jeu vidéo ou du cinéma. Aujourd'hui, du coup, une nouvelle critique ciné. Il s'avère que j'avais le choix entre 3 films. Le premier, c'est Mayday, avec Gerard Butler. Alors, j'aurais pu en faire une vidéo, je me tâte toujours à le faire, mais j'ai peur que la vidéo fasse 5-6 minutes, et encore, en poussant bien. Pour résumer, on va dire que, bon, dû à une catastrophe avec un avion, l'avion s'écrase sur une île, et en gros, c'est un die-hard dans la jungle. Donc, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film du dimanche soir 21h. Vous savez, le genre de truc où il y a Barnaby sur la 3, Capital sur la 6, et vous dites, bah tiens, on va mettre ça, parce que j'ai la flemme de mettre Netflix, bon allez, juste avant d'aller coucher, peut-être je vais m'endormir devant. Voilà, c'est un peu ce genre de film-là. Il est pas mauvais, vu, il y a Gerard Butler dedans. Mais bon, il a que ça pour lui, en fait. C'est un joueur de Ligue des Champions avec un casting de Ligue 2, voire de National, donc voilà, quoi. Ensuite, j'ai eu le choix aussi avec Vaincre ou Mourir, et j'ai eu aussi le choix avec Knock at the Cabin, le dernier M. Night Shyamalan. C'est justement de ce dernier dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, vidéo sans spoiler, et du coup, vous avez le chapitrage dans la description, ou aussi en allant de gauche à droite si vous êtes sur YouTube TV, bien évidemment. Passons du coup à la partie Histoire. Alors, comment essayer de résumer ça sans spoiler? Parce que je me dis, j'ai peur d'en dire trop, mais en même temps, l'histoire est assez compacte. Réellement, elle est très compacte. Pour faire simple, disons que c'est presque un huis clos dans une cabane au fond des bois. En gros, des gens sont pris en otage. Enfin, je mets les guillemets, mais techniquement, ils sont pris en otage. Il n'y a pas de rançon ni quoi que ce soit. En fait, ce sont des gens qui... Il y a 4 personnes qui débarquent dans un chalet chez un couple avec un enfant. Et en gros, ces 4 personnes menacent, incitent les gens à se sacrifier pour une raison que je peux pas vous dire, si vous n'avez pas vu le film. Parce que oui, il y a un truc valable. Et en fait, ce truc valable, c'est le cœur du film. En tout cas, le cœur de l'histoire, qui tient jusqu'au bout. Et je sais pas comment le résumer davantage, en fait, sans spoiler. Donc je vais essayer de m'arrêter là. Pour faire simple, c'est un film d'M. Night Shyamalan, donc autant vous dire qu'il va y avoir genre... J'allais dire du fantastique, oui. Enfin, ça va, c'est pas non plus du Stephen King, mais c'est un... On m'a vendu le film comme un film épouvante, horreur, thriller. Alors, c'est plus de thriller pour le coup. Pas vraiment épouvante et horreur. Enfin, je crois pas forcément. Enfin, libre à vous de penser, au pire. Je sais pas comment vraiment vous décrire. Enfin, c'est un film d'M. Night Shyamalan, quoi. Il y a un peu de surnaturel dedans, quoi. Mais bon, c'est un peu particulier. Passons à la partie, à mon avis, je pourrais peut-être développer un peu plus le film. À l'inverse d'Astérix que j'ai chroniqué la semaine dernière, qui m'a fait péter un plomb, d'ailleurs je tiens à vous présenter encore mes excuses, parce que j'ai vraiment été très en colère, très salé, j'ai vraiment pété un câble, le film m'a vraiment fait énerver. Ce film-là, donc Knock at the Cabin, le dernier M. Night Shyamalan, est l'exact opposé. Alors je précise, le film de M. Night Shyamalan a 20 millions de dollars de budget, contrairement aux 65 millions d'Astérix. Alors oui, Astérix c'est en euros, là ce film est en dollars, dollar US, euro, quand vous faites la conversion, c'est pratiquement similaire. C'est mon premier M. Night Shyamalan au cinéma. J'avais une petite expérience déjà avec quelques films. J'ai vu de sa filmographie. J'ai vu Sixième Sens, j'ai vu Signe, j'ai vu Phénomène. Et je crois que c'est tout. J'étais persuadé d'en avoir vu plus, mais en fait, je ne crois pas. Enfin, j'avais commencé à voir Incassable, mais j'ai dû arrêter parce que j'étais pas en capacité de le voir
dans des conditions convenables. Et je me suis dit, oh, je le re-regarderai un jour. Et j'ai pas vu Split ni Glass, et j'ai pas vu d'autres films comme Le Village, par exemple, notamment. Donc, j'en ai vu quelques-uns, mais du coup, ce film-là, Knock at the Cabin, le film dont on parle aujourd'hui, a quelques relents de certains anciens films d'M. Night Shyamalan. Dans le sens où... alors, dans Sing, techniquement, l'action principale se situe dans une maison avec autour des champs, mais de temps en temps, ils vont quand même en ville ou dans le village d'à côté pour faire leurs courses ou aller au restaurant, je sais pas quoi. Mais globalement, les gens restent au sein de cette maison, en plein milieu de la campagne, avec entouré de champs. Là, l'action dans Knock at the Cabin se situe principalement et même uniquement, sauf flashback bien sûr, au sein de cette cabane au fond des bois. Il y a aussi des flashbacks où concrètement on remontre des persos principaux dans un contexte précis. Mais en fait, je trouve que les scènes de flashback n'apportent pas forcément grand-chose. Est-ce que c'est plus pour passer d'un chapitre à l'autre honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est pas gênant, ça apporte un peu de lore au film, mais je pense que c'est plus du bonus en fait. Quoique, ça permet peut-être d'avoir un peu plus d'affect au niveau des héros. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, j'aurais tendance à dire également la partie... Ouais, mais non, si je fais une référence à un autre film, le problème, ça risque de spoiler. C'est compliqué, mais je vais plus parler du jeu d'acteur. Parce que, bon, la plupart des interprètes de films, je les connais pas forcément, j'en ai retenu que 2. Dave Bautista, que je vais appeler Batista par rapport à son expérience à la WWE, et Rupert Green, que je vais renommer du coup Ron Weasley. Donc oui, c'est un film M. Night Shyamalan avec Batista et Ron Weasley. Je ne pensais jamais dire ça un jour. C'est vraiment très perturbant. Alors, je ne connais pas l'intégralité de la filmographie de Dave Bautista, enfin de Batista. J'ai son expérience à la WWE, et je vais pas vous mentir, la WWE, c'est un peu du sous-jeu, hein, on dirait du Hélène et les garçons, c'est pas incroyable en termes de jeu d'acteur. Récemment encore, je me suis fait le Royal Rumble 2023, clairement, hein, c'est du sous-jeu, honnêtement, c'est pas du jeu d'acteur incroyable, hein, on s'étonne après que John Cena, il refout pas les pieds pour l'instant. Ou The Rock, hein, ou Batista, bref. Batista, j'ai, du coup... l'habitude de le voir du coup dans les films Marvel avec le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Déjà, point positif, il a la même voix du coup que dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc déjà, il y a une cohérence vocale qui est entre les films. Donc ça, c'est plutôt cool. Je connais pas son comédien qui prête sa voix, donc pour le coup. Mais on va y revenir. Ron Weasley, du coup, de son côté, est pas mauvais, il change radicalement de la part d'Harry Potter, comme si concrètement l'image avait complètement été brisée et qu'il est un autre homme. Et honnêtement, l'ensemble du cast, autre que ces deux-là, n'a rien à envier à nos deux amis. En fait, c'est un huis clos, mais ça permet vraiment de voir les émotions de chaque personnage. Et alors, à titre personnel, pour avoir vu du coup Batista jouer, c'est incroyable. Ce mec a réussi à me mettre les frissons. Alors là, ça se voit pas, mais j'avais des frissons. J'avais même, dans le bas du dos, j'avais frissons. Waouh, c'est... Alors, vous allez me dire, par son jeu d'acteur, oui, mais pas que. Son personnage aussi m'a fait froid dans le dos. En fait, pour faire simple, ces 4 personnages pourraient presque être perçus comme des psychopathes qui prennent en otage un couple avec un enfant. Mais le jeu de Batista, c'est comme si presque... on voyait un mec en train de réciter des versets de la Bible comme s'il y avait enfin, comme s'il récitait une formule magique pour invoquer l'Armageddon. C'est d'une puissance, surtout dans le regard. Il a presque les larmes aux yeux on dirait qu'il récite un verset de la Bible en invoquant l'Armageddon avec les larmes aux yeux. Ah, il m'a foutu les pétoches, honnêtement, mais... waouh, c'est... même encore en y repensant, ça me met mal à l'aise. Mais... waouh, c'est... Ah, j'ai pas l'habitude de ce genre de film, donc peut-être que comme j'ai pas l'habitude, ça me prend un peu plus aux tripes. Mais comme Batista, je l'ai pas connu dans un registre comme ça. Comme je l'ai dit, je l'ai connu à la WWE, il était en sous-jeu à l'époque, et par la suite, je l'ai vu en Drax. Et on se foutait un peu plus de sa gueule en Drax parce que je suis invisible. Parce que je bouge très lentement. Mais là, honnêtement, waouh, c'est très perturbant, en fait. Alors, je vous rassure, Ron Weasley est... alors...
est à l'opposé même de Ron Weasley. Franchement, Rupert Grint joue un mec qui n'est pas Ron Weasley. Clairement, c'est comme si Ron Weasley n'existe pas. On a vraiment affaire à un mec qui a la hargne, qui est en colère, qui clairement est là pour des convictions. Mais... waouh, je peux pas vous dire, parce que clairement, c'est ce qu'il fait m'a surpris. Puis l'impact aussi est surprenant. Mais même le reste du film est surprenant. Alors, même si la bande-annonce, encore une fois, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ne regardez pas la bande-annonce, clairement, parce que ça va vous spoiler une partie du film, c'est pas le but. Concrètement, gardez l'effet de surprise. Si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas la bande-annonce. Peut-être que certains ont vu la bande-annonce par accident quand vous allez au cinéma et qu'avant le film, vous avez du coup plein de bandes-annonces. C'est pas impossible que vous soyez tombé sur la bande-annonce du film. C'est dommage, je suis vraiment sincèrement désolé pour vous. Mais concrètement, ce film... alors, il y a peu de musique, mais elles accompagnent plutôt bien le moment en question. Il y a vraiment une ambiance qui s'installe. Il y a beaucoup de déni par rapport à une situation. Et c'est là où je me demande si M. Night Shyamalan n'a pas essayé de mettre une allusion à la pandémie mondiale dans son film. Comme ce qu'a fait Don't Look Up, par exemple. Je me suis posé la question vers la fin, comme si concrètement... le film essayait de raconter une histoire symptomatique de quelque chose de notre monde. C'est pas impossible. En général, la plupart des gens qui font des blockbusters peuvent essayer de placer une petite référence à notre monde au travers du prisme de l'histoire de l'œuvre. Donc c'est pas impossible, mais je dois admettre que le film monte en pression en fait avec le temps, et il y a vraiment un côté prenez vos responsabilités car ça va devenir de plus en plus important. Mais on nous le fait vraiment ressentir, en fait. Et en fait, plus la pression monte, plus tous les personnages commencent à péter un câble. Mais vraiment, j'allais dire, ça fout les boules. Je suis désolé, j'ai pas d'autres termes. Moi, ça m'a mis les frissons. Surtout avec Bautista en mode... comme si c'était un prêcheur en train de lire un verset de la Bible, comme s'il récitait une formule magique, en train d'invoquer un Armageddon, avec presque les larmes aux yeux, et comprenant ce qu'il est en train de faire, mais qui se dit au fond de lui, j'ai pas le choix, je dois le faire. C'est waouh. Franchement, Dave Bautista est sans doute le plus grand point fort de ce film. Bon, après, les autres interprètes ne sont pas mauvais, hein, très loin là. J'ai pas vu de personnages ou d'actrices ou d'acteurs qui m'ont fait sortir du film en disant, putain, mais qu'est-ce qu'il joue mal. Non, franchement, là, j'ai vraiment eu l'impression que... bon, certes, ils ont dû répéter, certes, mais on sent l'alchimie entre les interprètes, ce qui fait que ils sont comme s'il y avait un gros JDR et qu'ils sont vraiment investis dans leur personnage. Mais ils sont tous investis dans leur personnage et waouh. Et c'est vrai qu'on serait en droit de se dire, ouais, mais c'est pas crédible. Et vers la fin, on se dit, oh putain, mais oh là, qu'est-ce qui se passe? Et si, en fait. Et en fait, je pense que au départ, on prend les gens pour des fous. Et plus on avance dans l'histoire, et plus l'histoire arrive à nous. Hop là, hop là, on nous prend à revers, et oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors le truc qu'on voit pas venir à des kilomètres, hein. Et c'est ça, le film nous prend à revers. Et je peux pas vous dire comment, mais concrètement, le film nous prend à revers. C'est très surprenant, et je dois admettre que on sent quand même la patte d'M. Night Shyamalan. Sur certains de ses films, hein. J'ai parlé de Signe notamment pour le côté un peu huis clos du maison, très reculé par rapport au reste de l'humanité. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres films qui s'inspirent également de son ancienne filmographie. Et on a un caméo d'M. Night Shyamalan à un moment donné, je vous dis pas lequel, mais en même temps, c'est quelque chose de courant chez lui, hein. Il fait souvent des caméos dans ses propres films. Donc, conclusion, je pourrais vraiment vous recommander ce film. Alors, en profitant en salle, oui. Moi, je l'ai vu en salle directement au cinéma, donc une semaine après sa sortie. Concrètement, vous pouvez aller le voir en salle. Si concrètement vous voulez attendre sa sortie DVD ou Blu-ray, ou peut-être en VOD, pourquoi pas, honnêtement. Peut-être que vous allez perdre un petit peu, parce que dans le sens où vraiment le Dolby 5 points ou 7 points, je sais pas quel était le Dolby utilisé dans mon cinéma, apporte un peu une spatialisation du son. Donc là aussi, c'est un petit truc qui peut apporter une immersion supplémentaire pour vraiment profiter du film. À vous de voir. Si clairement ça vous tente de vraiment faire une bonne expérience cinéma là-dessus, je vous le recommande. Juste un tout petit détail. À la fin du film, à un moment donné, il y a un feu. Et il est un peu mal animé. Mais c'est pas très grave, honnêtement. C'est vraiment, allez, sur les dernières secondes du film, il y a un feu.
bon, bah, je chipote honnêtement. Vraiment, c'est un détail tout bête, mais c'est pas grave. Franchement, l'histoire est très surprenante et les interprètes sont vraiment investis de leur personnage à tel point qu'on a l'impression qu'ils sont leur personnage. C'est plutôt cool. Le doublage français est vraiment de très très bonne qualité et je le recommande aussi. Vraiment, les gens qui ont fait les voix VF sont nickel. Mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, franchement. Waouh! Je me suis pris une petite claque comme ça, un peu derrière la tête, mais qui m'a vraiment donné les frissons. Hein. Donc, je recommande le film. Vraiment, je recommande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!